Madame Sassal aurait été interpellée effectivement le samedi 16 novembre 2024 après sa sortie de l'aéroport international Houari Boumedienne d'Alger. Il arrivait de Paris avec un passeport français. L'écrivain franco-algérien qui habite Boumerdès, une ville située à une cinquantaine de kilomètres d'Alger, faisait souvent l'aller-retour entre la France et l'Algérie sans être inquiété. Même si les autorités algériennes n'ont pas encore communiqué sur les motifs de l'interpellation de Boualem Sassal, des poursuites pénales seraient engagées contre lui après des déclarations faites depuis un mois à un média français sur une supposée appartenance de l'Ouest algérien au Maroc. Il avait même cité les villes algériennes d'Oran et de Tlemcen, des propos qui ont suscité l'indignation et la colère en Algérie. Ils sont qualifiés d'historiquement faux, infondés et dangereux par les historiens. Boualem Sassal pourrait être poursuivi pour atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie, atteinte à l'unité nationale et incitation à la division du pays. Des peines de prison sont prévues dans le code pénal algérien sur ces accusations. L'écrivain devrait être présenté devant le procureur de la République, mais on ne sait pas encore quand et dans quelles conditions. Le parquet fournira probablement des éléments d'information sur l'affaire plus tard. Ces prises de position politiques et contre l'islamisme peuvent expliquer cette arrestation ? Il est vrai que Boualem Sassal est critique à l'égard du pouvoir politique en Algérie, même s'il a été par le passé cadre au ministère de l'Industrie, mais c'est surtout sa remise en cause des frontières historiques de l'Algérie qui met en colère les autorités. Ses positions sur l'islamisme rejoignent souvent, selon plusieurs commentateurs, les points de vue de la droite et de l'extrême droite française et européenne. Boualem Sassal est souvent critiqué en Algérie aussi, y compris par les milieux intellectuels, pour ses positions favorables à Israël et au Maroc, ses silences sur le drame de Raza et du Liban, sa remise en cause répétitive du combat des Algériens contre la colonisation française, ses attaques contre la religion musulmane. Mais les poursuites pénales contre lui ne sont pas liées, selon ce que nous avons appris, à ses positions politiques qui, du reste, ne sont pas nouvelles et qui souvent sont ignorées en Algérie, mais à ses déclarations sur l'intégrité territoriale de l'Algérie, considérée comme une ligne rouge dans le pays. Aujourd'hui, vous revenez avec un nouveau livre publié aux éditions du Cerf, Le français, parlons-en, dans lequel vous dressez un parallèle entre la France actuelle, l'Algérie des années 90. Vous avez également des réflexions sur la langue française, la culture française, et c'est un constat qui est généralement, effectivement, plutôt pessimiste que vous faites. Avant de commencer cet entretien, comme à notre habitude, je voudrais le commencer par une citation. Cette citation est du général de Gaulle. « Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici, je vois ce que vous avez voulu faire, je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. » Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, bon, j'ai vécu évidemment cette phase-là. C'est vraiment une parole extraordinaire. De Gaulle est arrivé dans un moment où la France et l'Algérie allaient basculer dans la guerre civile. C'était H-5 minutes. Hein. Il arrive avec cette simple phrase, et puis ce geste très gaullien qui est resté la marque du général de Gaulle. Avec cette phrase-là, il a calmé les choses. Parce que toutes les parties ont pensé que c'était pour elle. Je vous ai compris. Alors les pieds noirs disaient il nous a compris, maintenant il va nous sauver. Les Algériens disaient la même chose, il nous a compris, il va nous donner l'indépendance, et ainsi de suite. Et voilà, ça lui a donné ce répit de quelques mois qui lui a permis de visiter l'Algérie de fond en comble, de rencontrer beaucoup de gens des deux côtés et de commencer à, on va dire, à tisser sa diplomatie secrète. De Gaulle ne s'est jamais beaucoup appuyé sur le gouvernement. C'est des passoires pour... les gouvernements ne gardent pas l'information, elle circule parce qu'ils travaillent avec des fonctionnaires. Le fonctionnaire n'est pas forcément discret. Donc il préfère des avocats, des gens qui connaissent le secret, qui savent l'importance de la chose. Voilà, donc très bon choix. Alors, on est en plein là-dedans. Donc, ceci dit, c'est ce que fait Macron depuis son arrivée au pouvoir. Je vous ai compris. Il dit ça puisque c'était et en même temps. Donc ça veut dire qu'il a compris les gens de droite et qu'il a compris les gens de gauche. Et tout le monde y a cru. Je crois que quelque part, quelqu'un lui a conseillé, quand il était candidat, de se situer sur un truc où il peut piocher des voix des deux côtés. Alors,
On va en venir maintenant à votre livre dans lequel, je l'ai dit, vous faites un constat qui est très dur de la situation française actuelle. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que vous êtes un peu pessimiste, un peu défaitiste ? Défaitiste, non. La preuve, c'est que j'écris, je me bats depuis très très longtemps. Non, pas du tout. C'est qu'il y a quand même une accélération de l'histoire. Et on ne voit pas vraiment de réaction, d'engagement ni du côté des Français lambda, qui peut-être devraient mieux veiller à l'éducation de leurs enfants, ni du côté des institutions pour mettre en place des programmes de rattrapage, d'évolution, on n'a pas cette impression. Mais bon, on peut comprendre pourquoi aussi. La France est en situation financière un peu, pour ne pas dire désastreuse, et donc on laisse filer en pensant que les choses vont se régler d'elles-mêmes. Et ça, c'est une erreur. Mais non, pas défaitiste. Moi, j'ai toujours combattu dans le cadre de la francophonie. Puis après, j'ai été déçu parce que c'était très institutionnel. Donc, on se contente de mettre en place des programmes avec les instituts français à travers le monde, les agences de l'Alliance, à travers les services culturels des ambassades, et même en France, des tas de programmes ont été mis en place au niveau de l'éducation. Mais ça reste institutionnel. Et c'est servi par des gens qui n'ont pas réellement la compétence, c'est-à-dire des fonctionnaires. Le fonctionnaire a besoin qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Si on lui dit « fais », je fais quoi ? Il est perdu. Non, voilà. Et donc, ces dernières années, je me rends compte que vraiment, ces difficultés, disons linguistiques, s'ajoutent à d'autres difficultés. La France est dans une situation financière calamiteuse. Le chef du gouvernement vient de le rappeler il y a quelques jours. Sur l'industrie. L'industrie est un élément fondateur de la construction de la personnalité d'un peuple. Parce que l'industrie renvoie un industrieux. C'est des gens qui travaillent, qui sont âpres au travail. C'est des gens structurés. L'industrie structure. L'industrie s'est effondrée. L'industrie française, elle est en Hongrie, elle est en Afrique, elle est en Tunisie, elle a disparu. Mais il y a aussi des pans entiers de ce qu'est la France s'effondre, la culture, la France. Macron lui-même a dit, durant la campagne de 2022, la France n'a pas de culture. Il y a une culture à laquelle la France adhère. Non, la France a, je dirais presque, elle a inventé la culture. Et voilà, depuis François Ier, imitant l'Italie, la Renaissance qui avait démarré, et François Ier, qui était un esthète, entouré d'esthètes et d'intellectuels de grandes volées, ils se sont dit, un temps est fini, on sort du Moyen-Âge, il faut rentrer dans quelque chose. Mais quoi? On ne sait pas. Comment nommer la chose? On a nommé cela Renaissance parce qu'à cette époque, l'idée c'était que, originellement, nous sommes des chrétiens et le christianisme ne fonctionne plus. Donc il faut refaire renaître. Et en fait, la Renaissance est partie dans une toute autre direction qui allait dans quelques années, quelques décennies plus tard, produire les Lumières. Voilà. Alors, la culture s'effondre, l'industrie s'effondre, la finance elle est hyper serrée, le commerce, la France a perdu quasiment. Et à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que la France est rejetée maintenant un peu partout, y compris dans les pays qui lui étaient traditionnellement très attachés, je dirais même affectueusement attachés. C'est-à-dire l'Afrique, le Maghreb, l'Asie, comme le Vietnam et compagnie. C'était vraiment... Ils ont fait la guerre avec la France, mais ils restaient sur le plan intellectuel et très attaché. Mais maintenant, c'est la rupture. La France est rejetée au Maghreb, elle est rejetée au Sahel. Et donc, il faut en prendre conscience. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi plutôt la force comme ça pour que ça inquiète et qu'on dise... Peut-être qu'il a raison et il vaut mieux se réarmer, nous réarmer rapidement. Le gouvernement va voir. Vous dites que ça fait quelques années que vous avez constaté cela, mais ça fait combien de temps exactement selon vous? Globalement, quand commence selon vous le déclin
de la France, de la culture, de l'industrie, de l'économie? Oui, oui. On peut le dater de manière presque précise. Hein. C'est quand... alors, il y a plusieurs étapes. Hein. La première étape, c'est la guerre. La Deuxième Guerre mondiale, plus que la première. Hein. La Deuxième Guerre mondiale a rompu un ordre mondial. Voilà, il y avait des États-nations, des empires. L'Empire français, l'Empire austro-hongrois, et ainsi de suite, l'Empire russe. C'est la fin des empires. Et là, il y a une sorte de désarroi, parce que des pays qui sont dans un empire se sentent protégés, se sentent puissants. Quand l'empire s'en va, on est perdu. Et là, il s'est créé deux empires artificiels. C'est l'Empire soviétique, qui a rassemblé donc une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de pays qui ont choisi donc la voie communiste, donc les pays de l'Est, beaucoup de pays africains, beaucoup de pays arabes, et l'Empire occidental américain, qui a donc... et là, quand on rentre dans un empire, on abandonne un peu son identité. Voilà. Pour rentrer dans la globalisation à l'américaine, il fallait que la France se modernise selon les schémas américains. Voilà. Ça, c'était ça a beaucoup désorienté les Français. Ils ne savaient plus sur quel pied danser. Les conservateurs voulaient au contraire sauver, que la France reste ce pays rural, le pays de la province et de la culture provinciale. Et ceux qui voulaient que la France rentre dans le monde. Mais quel monde? Lequel? Ce monde, s'il existe, il a une langue, il a une culture. Est-ce qu'on y adhère? Etc. Ça s'est posé en ces termes-là. Et la catastrophe suivante, je pense, c'est à cause effectivement des menaces soviétiques, etc., l'idée de créer l'Europe. Donc déjà, la France n'avait pas réussi à entrer dans la mondialisation, très peu. Les Américains y ont beaucoup contribué avec le plan Marshall. Donc, nous, on va vous aider, mais comme ça. Vous faites ça, et ça, c'est vous abandonnez ça. Le protectionnisme, c'est fini. On est dans le marché global. On globalise. On peut mutualiser éventuellement des choses, mais voilà. Donc, il a fallu. Il a fallu le faire. Et baser le développement plus sur la technologie, le commerce, que sur la culture. Les Américains ne font pas les considérations culturelles, n'entrent pas en ligne de compte en politique. En politique, c'est les marchés, c'est l'argent, c'est le militaire. Donc la France a été obligée d'abandonner ce qui a fait jusque-là son potentiel de développement, c'est la culture. Elle a été vers la technologie, vers l'abandon des provinces, construction de grandes villes, voilà. Mais justement, ce qu'on ressent dans ce que vous dites, c'est que, et on ressent aussi dans votre livre, c'est que la France est presque un pays rentier, et rentier de son patrimoine, de son histoire, de sa culture, et qui ne vit plus que par ça. Et en fait, on retrouve un petit peu chez vous l'idée qu'il y avait chez Michel Houellebecq dans La carte et le territoire, qui imaginait une France dans le futur, dans laquelle en fait, la France serait une sorte de parc d'attractions géant pour les Chinois qui étaient plus développés. Est-ce que vous pensez que la France pourrait n'avoir que pour seul destin son patrimoine et... La mondialisation, de même que la construction de l'Union européenne, est faite d'assignation. On est dans la division internationale du travail. Vous rentrez dans un club, vous n'allez pas vous asseoir. Je suis venu, pas été m'asseoir là-bas. J'ai assigné à cela. Vous voyez, donc vous rentrez dans un club, vous bénéficiez de la protection américaine et tout ça. En revanche, vous ouvrez vos marchés et puis on va vivre la confiance que le meilleur l'emporte. Le meilleur, c'est vous. Vous avez 100 fois plus de moyens que nous. Bon, on a accepté parce qu'il n'était pas possible de faire autrement au sortir de la guerre. Il fallait reconstruire. Il fallait penser les blessures. Donc on s'est laissé piéger. De même que dans la construction européenne, c'est pareil, on a assigné la France, on a dit l'Allemagne, c'est l'industrie. Elle avait déjà les capacités, donc ok. La France, il ne peut pas y avoir, vous savez, dans un club, dans une cage, on ne peut pas mettre de tigres. On ne peut pas mettre de coqs dans un poulailler, ils vont s'entretuer. Donc il faut un premier, un deuxième. Et la France a accepté cette position.
deuxième de la classe. Alors, mais quoi? On ne va pas concurrencer l'Allemagne, elle le prendrait très mal. On ne va pas relancer l'industrie des machines-outils en France et des machines de métier et tout ça. Non. Bon. Ben, c'était quoi? Ben, on a choisi non. C'est là où on avait des avantages comparatifs. Voilà. La France a une main-d'œuvre abondante, donc on va plutôt vers les services qui ne réclament pas de grandes spécialités, de grandes machins, pas beaucoup d'expérience, vers le luxe, où là, effectivement, la France a toujours eu de l'avance sur les autres pays. Et puis, bon, quand même, il y a eu, notamment de Gaulle et les Malraux et compagnie, qui se sont dit, il faut quand même essayer on ne va pas accepter, vous m'assignez à cela, mais je peux aussi dire, écoutez, non, je peux toujours refuser. Et donc, il y a eu des voix qui se sont élevées. Alors, la France a choisi un certain nombre de domaines dans lesquels elle s'est dit, moi, je veux être souveraine sur ces... C'était, par exemple, le plan calcul, le fameux plan calcul français. À l'époque, les Américains avaient déjà tout pris. Mais la France est rentrée dans ce plan calcul et elle a fait une réussite extraordinaire. Le premier réseau informatique mondial, c'est le Minitel. Et on a abandonné ça, bon, ça a tourné très bien. Si on avait eu une vision à plus long terme construite, aujourd'hui, Minitel serait l'équivalent supérieur à Windows, etc. Ben, bon, on n'a pas su mettre à un moment donné les moyens, créer les écoles pour, etc. Et puis surtout, il n'y a pas, si au niveau du hardware, on a construit le Minitel, les liaisons et tout ça, mais il faut les contenus. Il fallait des sociétés, des journaux, des machins pour produire du contenu. Et là, je crois qu'en France, on n'a pas su le faire. Et puis, bon, on a joué les avantages comparatifs. C'est le tourisme, évidemment, c'est le luxe. Il y a quelque chose quand même qui a résisté, mais ça, parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est tout ce qui est industrie locale. C'est difficile de délocaliser une industrie qui est née, on va dire, dans telle région, parce que sa matière première est là. Elle ne va pas aller s'installer en Pologne et faire venir sa matière, voilà. Par exemple, les vins. Bordeaux, c'est Bordeaux. Voilà. On ne peut pas le déplacer. Et alors aussi, un des avantages comparatifs que la France avait à l'époque, c'était quand même ses relations avec l'Afrique. Vous en avez brièvement parlé. Ces dernières années, ce qu'on a pu constater, c'est que effectivement, sous la présidence d'Emmanuel Macron, la France s'était retirée de l'Afrique. Alors, je pense au Burkina Faso, au Mali, et puis aujourd'hui, comment ? Le Niger, le Burkina Faso, et d'autres, suivent. La présence française en Afrique subsaharienne est en train de disparaître petit à petit. Et à côté de ça, même au nord de l'Afrique, nos relations sont compliquées avec le Maroc, même si elles sont en voie de réchauffement. Et puis, elles sont toujours encore plus tendues avec l'Algérie. Vous en parlez beaucoup, vous avez quand même beaucoup parlé du sujet de la repentance de la France envers l'Algérie. Il y a quelque chose sur lequel vous différez de beaucoup de vos compatriotes algériens, qui est que vous considérez que l'Algérie doit beaucoup à la France, alors que beaucoup d'Algériens considèrent que la France doit beaucoup à l'Algérie. Comment vous expliquez cette dissonance Parce que, tout simplement, c'est qu'au lendemain de l'indépendance, c'est un pouvoir idéologique, c'est à la soviétique. Donc, on s'invente un ennemi. Donc, ces pays-là, les gens qui prennent le pouvoir dans ces pays-là, très vite, ils découvrent qu'ils ont besoin d'une légitimité quelconque. On ne peut pas gouverner sans légitimité. Sinon, le peuple va manifester tout le temps et puis il n'obéit pas aux directives. Voilà, et on crée une société absurde où tout est comme à Cuba. Le gouvernement passe son temps à faire des discours, et puis les Cubains vivent leur vie complètement en dehors de... Et donc, il est obligé. Alors, il y a plusieurs façons de se construire une légitimité. Elles sont toutes très compliquées parce que on va essayer comme l'ont fait certains, d'être un tyran éclairé, un dictateur éclairé. Un certain nombre de pays ont été sur cette voie. Le dictateur a été un dictateur éclairé. Bonaparte, c'est l'esprit bonapartiste. Je suis le pouvoir absolu, mais je modernise la France, etc. J'agrandis l'Empire.
Bon, voilà, il y a cette possibilité. Sinon, ben, c'est les systèmes policiers. Et là aussi, c'est difficile. On peut être un État policier pendant quelques mois, ça fonctionne, mais pas plus. À un moment donné, il faut lâcher du lest. Et il y a la solution de le pays est menacé. Voilà. Là, nous avons gagné, la France, nous l'avons chassé, mais le néocolonialisme, elle est en train de revenir par mille et une façons. Elle nous crée des problèmes, et patati. Et puis elle est en train de nous voler nos cadres. On n'a pas de cadres beaucoup, on n'en a pas beaucoup, mais elle les attire exprès. C'est pas parce qu'elle a besoin d'eux, c'est pour que nous, on soit dans une situation de régression. Elle prend nos ouvriers. Et donc, voilà, c'est l'ennemi. Alors, on joue sur cet aspect-là, et puis ensuite, on dit il faut peut-être ajouter une petite louche. Quoi? Eh ben, c'est la religion. Ils s'attaquent à l'islam, ils s'attaquent à... etc. Regardez ce qu'ils font à nos frères qui sont là-bas chez eux. Voilà, donc, le discours évolue, toujours pour se donner cette légitimité, le héros, le Don Quichotte, ça fonctionne. Hein. Les peuples ont toujours besoin d'un récit. Un peuple à qui vous ne fournissez pas un récit tous les jours, ou un récit qui tient la route, hein, attention, ça tient pas, ça va éclater quelque part. Non, ben c'est ça le récit. C'est ce que fait Poutine. Poutine, il dit à tout bout de champ, ils m'ont encerclé. Voilà, ils ont pris tous les pays de l'Est et maintenant l'Ukraine, ils pointent leurs trucs. Mais ça, il le fait pourquoi? Ben, c'est pour se légitimer. Il s'est légitimé à l'époque, quand il a succédé à Eltsine, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il a redressé l'industrie, il a redressé l'armée, il a fait disparaître les signes trop apparents de la pauvreté et de la déliquescence. Et donc, du coup, les Russes, ben voilà, ils ont adhéré au poutinisme. Ça a fonctionné, premier mandat, deuxième mandat. Il a trouvé une astuce pour se mettre en recul un temps avec Medvedev, qui se met en avant, et lui, bon, ça a fonctionné, et puis il revient. Mais ça ne marche plus, parce que l'industrie, l'économie russe ne peut pas aller plus que ça. Elle n'a pas les ressources intellectuelles pour évoluer constamment. Et donc, rien de tel qu'une bonne guerre aux frontières. Pas à l'intérieur, mais aux frontières. Parce que voilà, donc en ce moment, on ne regarde plus ce qui va mal à l'intérieur de la Russie, on regarde ce qui va mal aux frontières. Voilà. Et donc du coup, il a obtenu, il a très bien d'ailleurs réussi la chose. Et puis, bon, il a créé ensuite quelque chose, il a embrayé sur ça, c'est évidemment de cesser de livrer du gaz aux Européens pour les mettre en difficulté. Et surtout, c'est pour leur dire, attendez, moi j'ai l'arme suprême. Non, c'est pas seulement le nucléaire. Je peux demain vous asphyxier tous, je vais faire mes robinets, vous allez tous mourir de froid. Bon, voilà, donc... Donc c'est un récit pour se construire une légitimité. Et alors, moi, il y a quelque chose qui peut interroger les Français tout de même, c'est la relation entre la France et le grand rival de l'Algérie, qui est le Maroc. Le Maroc n'a pas été colonisé, mais il a été quand même sous protectorat français pendant plusieurs décennies. C'est un pays qui n'a jamais pratiqué de repentance, qui a réussi à endiguer l'islamisme. Alors c'est loin d'être une démocratie à l'occidentale, bien sûr, ça reste une monarchie, mais est-ce que vous pensez quand même que l'Algérie devrait s'inspirer un petit peu de son rival marocain parfois? C'est une longue histoire. Le Maroc, il faut le savoir, hein, c'est le pays le plus ancien dans le monde. Le Maroc existe depuis 12 siècles. Alors, la France existe depuis 1000 ans. Voilà, donc il existait dans la forme actuelle, hein, donc sultan. Donc c'est un vieil État. C'est un vieil État qui a toujours été très puissant. Et puis il a colonisé toute l'Afrique du Nord, quasiment jusqu'à l'Égypte, et il a colonisé l'Espagne. Et là, c'était un État, un empire, jusqu'au Sénégal, très 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 puissant. Et bon, voilà. Et puis il y a eu l'effondrement de tout le monde musulman à partir de l'invasion des Mongols en 1280, et puis l'effondrement, l'éclatement de l'Empire en petits royaumes par-ci par-là, et puis la colonisation arrive. Voilà. Alors, la France n'a pas colonisé le Maroc, pourquoi? Mais parce que c'est un grand État.
C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire, mais coloniser un État, c'est très difficile. Par exemple, si l'Allemagne avait voulu coloniser la France, elle n'y serait jamais arrivée, parce que c'est un vieux pays, constitué. C'est pas possible. On peut l'occuper momentanément, mais pas le coloniser, c'est-à-dire lui enlever sa culture, en mettre une de rechange, c'est impossible. Et puis, je crois que à l'époque, les dirigeants français ont été sages en disant le pays existe, on peut pas. Il a ses institutions, il a depuis toujours. Oui, c'est Lyotet qui. Voilà. Alors, tous les problèmes viennent d'une décision prise par le gouvernement français. C'est que quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara et tout ça, toute cette région faisait partie du royaume. Bon, la France s'installe, colonise l'Algérie, elle s'installe également au Maroc comme protectorat, et elle a décidé, comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'ouest de l'Algérie, du Maroc, enfin, tout ce qui est l'est du Maroc, elle a pris. Elle a tracé une frontière comme ça. Que pouvait faire le Maroc, l'État et tout ça, ben, il n'a pas le pouvoir. À cette époque-là, la France était une grande puissance militaire. C'était probablement l'une des plus grandes puissances militaires de l'époque. Peut-être un peu moins que l'Angleterre, parce que la marine, à cause de la question maritime, de la mer. Et là, ils ne pouvaient pas faire autrement. Lorsque les Algériens, en 1954 et même un peu avant, commençaient à militer pour l'indépendance et tout ça, quand la guerre de libération a démarré, donc en novembre 1954, les activistes algériens ont pris contact avec le roi du Maroc pour les héberger, les aider diplomatiquement, financièrement, et puis leur permettre de créer des bases militaires où on s'entraîne. Il leur a dit, OK, mais à une condition, moi je vous aide sur tous les plans, mais à l'indépendance, vous me restituez nos territoires qui ont été pris par la France. Et les Algériens ont dit, OK. L'indépendance arrive. Entre-temps, l'Algérie est devenue pays communiste, derrière il y a Moscou, et les Russes ont dit, bon, vous êtes où? Nous, on est prêts à vous aider. Le Maroc s'est rallié à la France et aux Américains, c'est un pro-américain, c'est votre ennemi. Et donc, du coup, nous sommes en 1962, au moment d'indépendance. Que fait le Maroc? Son armée rentre en Algérie pour reprendre ses territoires. Et donc, il y a eu guerre. Pendant une année, des batailles incroyables. Enfin, c'est Gaza avec Israël. On se bombardait. Et puis, finalement, la raison a fini par l'emporter. Les médiations internationales ont fait que, bon, allez, on a retracé un peu les choses. Et puis... Mais avec toujours cette méfiance, puis cette haine, ils nous avaient promis. Ils nous ont promis qu'à l'indépendance, ils nous restitueraient les terres que la France nous avait volées. Et là, ils nous ont menti. Et le régime algérien est un régime militaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le Polisario pour déstabiliser le Maroc. Et puis parce que l'Algérie voulait un système communiste. Et puis elle ne voulait surtout pas que les Algériens disent peut-être que si on faisait comme le Maroc, ce serait mieux. Ils sont plus libres, il y a le tourisme, les choses se passent un peu mieux. Maintenant, effectivement, je voudrais quelque part partir d'Algérie pour arriver en France et vous adresser nos félicitations parce qu'il y a quelques mois, vous avez obtenu la nationalité française. Ah bah oui. Voilà. Alors, pourquoi vous avez choisi de l'obtenir et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Bon, alors, d'abord, c'est un truc personnel. Moi, quand je suis né, l'Algérie était française, donc je suis né français. Hein. Mes parents étaient de parfaits francophones, laïcs, même athées. Mes grands-parents aussi, donc je suis né dans cela. Quand l'indépendance est arrivée, ne pouvant pas faire autrement, ou par conviction, peu importe, le gouvernement algérien a reconduit les choses comme elles étaient. C'est-à-dire le français, on a continué à enseigner le français à l'école primaire, au lycée, à l'université, l'administration, jusqu'à aujourd'hui. L'administration algérienne fonctionne en français, comme ici. Et donc, on a préservé
ce qui est culturel, voilà, on va dire. Bon, certains côtés, par exemple, étaient combattus. Par exemple, ouais, mais attendez, les Français sont chrétiens, nous, on est musulmans. Donc, nos valeurs doivent être... On peut garder les valeurs françaises à condition que... Voilà. Et donc, il y a eu des... Et là, comme dans toute société, il y a les conservateurs et puis les libéraux. Donc, il y a eu une bataille permanente entre ceux qui voulaient conserver les acquis. La France, c'est vrai, nous a laissé un pays absolument extraordinaire. 6000 kilomètres de voies ferrées, des ports, des universités, des collèges incroyables. Les 3 grands collèges d'Algérie en 1962 jusqu'en 1970, ils étaient classés au niveau d'Henri IV et Louis le Grand. Ah oui. Absolument. Les gens qui faisaient le lycée Fromentin à Alger et le lycée machin, 2 ou 3 lycées, c'était Louis le Grand, Henri IV. C'était extraordinaire. L'université d'Alger, jusque dans la fin des années 70, il y avait des gens qui venaient étudier de partout dans le monde. Donc, on a essayé de ce patrimoine, comme un grand écrivain algérien avait dit, c'est un butin de guerre, il faut le garder. Et puis, il s'est passé ce qui se passe en France aujourd'hui. C'est que quelque chose est apparu à l'Est, un bruit, une rumeur. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est l'islam. C'est quoi? L'islamisme. C'est quoi ça, l'islamisme? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et voilà. Et donc la société perdait d'un côté, et puis de l'autre côté, il s'est construit plus de mosquées en Algérie entre le moment où les islamistes ont commencé à apparaître, c'est-à-dire au début des années 80 jusqu'à maintenant, plus de mosquées que tout au long des 14 siècles, durant lesquels l'Algérie était musulmane. Il se construit, vous passez là dans la rue aujourd'hui, 3 jours après vous passez, il y a une mosquée. Et donc, du coup, on s'est trouvé avec une société, comme on dit, dimorphe, qui a 2 formes. Une Algérie moderne, ouais, comme partout, hein, avec une aspiration, oui, le français, c'est formidable, oui, mais attention, il y a ceci, peut-être que l'anglais, c'est peut-être mieux. Enfin, on est dans la sphère moderne. Et puis, il y a ceux qui sont dans une sphère, non, c'est l'islamisme, c'est le retour à le truc, c'est le salafisme, c'est le truc, et puis c'est la vengeance, et c'est la guerre, et c'est... la repentance, etc. Alors, le pouvoir, ça dépend qui est président. Voilà. Quand c'était Boumedienne, le colonel chef d'état-major, on ne discute pas. Lui, lui, il a su, c'était la voie moyenne, quoi. Il a su tout garder du patrimoine. Et il préférait, quand on n'avait pas les qualifications nécessaires, on formait nos experts, on les formait en France. Il disait, il faut former en France. On dit, mais même en France, on peut, peut-être aux États-Unis, c'est mieux. Non, en France. Parce que nous avons une communauté là-bas, etc. Enfin, pour les liens, pour conserver les liens. Chadli arrive, Boumedienne meurt, après 10 ans de règne de fer, il meurt, celui qui le remplace, c'était une chiffre-molle. Les islamistes ont tout de suite pris le dessus sur lui. La première décision qu'il a prise, alors qu'il venait d'être élu, désigné par l'état-major, c'était, allez, à compter d'aujourd'hui, la mixité, c'est fini. Dans les écoles. Mais attendez, monsieur le président, mais on n'a pas, c'est pas possible. Vous vous arrangez. Alors depuis, nous, on se bat contre les islamistes et les arabisants et les trucs... Et eux se battent contre nous, en nous traitant de traîtres, de colonisés mentaux, d'aliénés mentaux, on est au service de la France. Le combat, c'est celui-ci, quoi. Donc, moi, j'étais bien dans ce combat-là. Et puis, je n'y crois plus. Depuis maintenant, on va dire 4-5 années, notamment avec l'arrivée de Bouteflika. Ils ont fait un deal avec l'islamisme et on perdit du terrain de plus en plus. Et puis, voilà. Et donc, l'idée, c'était de partir. Voilà, c'est fini. On a perdu. Il faut reconnaître l'histoire, on a perdu. Et donc, mais comment partir? Bon, pour moi, les choses sont faciles. Je suis connu, donc j'ai des relations. Il a suffi que je le demande pour que la chose vienne. Mais beaucoup sont dans cette situation, mais ils n'ont pas beaucoup de choix. Même on peut voir à l'international que l'Algérie renoue aujourd'hui avec la Russie. Est-ce que vous pensez que l'Algérie a définitivement quitté le camp de l'Occident? Non, pas du tout.
Pas du tout. L'Algérie n'a véritablement jamais été sous une vraie domination russe et soviétique. Jamais. C'est seulement sur le plan militaire. C'était notre fournisseur. Pourquoi? Mais tout simplement parce que les Occidentaux ne voulaient pas nous vendre d'armes. En 1962, l'Algérie choisit ce type de gouvernement, genre Pologne, Hongrie, voilà, totalitaire, etc. Bah, c'était dangereux. C'est dangereux pour le Maghreb, c'est dangereux demain pour la France. On ne leur livre pas d'armes. Des armes de poing, des trucs, oui, mais pas les armes sophistiquées. Et l'Algérie voulait une armée moderne, puissante. Donc ils se sont tournés. Qui vendait des armes à cette époque? C'était surtout l'URSS. Et donc, du coup, on est prisonnier. On ne peut pas changer de format militaire comme ça. Donc, on continue à importer des chars, des avions, des MiG. On est coincé. Mais l'Algérie est en rupture avec la Russie. Et il y a une accélération ces derniers temps extraordinaire. D'abord, elle ne soutient pas la Russie dans l'Ukraine et tout ça, donc elle s'est démarquée de ça. Mais c'était que les BRICS ont refusé d'accepter l'Algérie. L'Algérie, dès la création des BRICS, avant même qu'ils soient juridiquement constitués, les 5, l'Algérie avait fait acte de candidature. Voilà, en disant, nous, c'est formidable et tout ça. Et puis, patatras, ça a été un choc terrible. Quand les BRICS se sont réunis puis ont décidé, eh ben, ils ont choisi l'Arabie, ils ont choisi l'Éthiopie, ils ont choisi l'Argentine, l'Iran et la Turquie. En plus des 5 premiers les fondateurs, et pas l'Algérie, alors que c'est elle qui avait le meilleur dossier, qui était le plus... Bon. Et puis alors, Poutine a baratiné l'autre président dans tous les sens, en disant, oui, non, mais vous inquiétez pas, on va... Et là, les BRICS, maintenant élargis à 5 plus 5, ils sont maintenant 10. Et avant-hier, ils ont encore une fois refusé le dossier de l'Algérie. La décision est tombée hier, l'Algérie a classé définitivement les BRICS, et donc je pense que ces relations avec la Russie, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud, elles sont compromises pour 20 ans maintenant. Revenons à votre obtention de la nationalité française. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est possible pour un Algérien d'avoir une double nationalité et d'avoir 2 allégeances à 2 pays qui sont en grande tension? Non, c'est absolument inconfortable. Mais pourquoi? C'est parce que l'Algérie fait partie de ces pays c'est-à-dire que vous avez la nationalité, vous la garderez toujours. Vous ne pouvez pas dire, bon, je me retire. Bon, ça n'existe pas. Sauf si maintenant vous allez commettre des choses abominables, et en ce moment, c'est le gouvernement qui vous enlève votre... Donc, c'est pas possible. Et pas seulement les vivants, c'est valable pour leurs enfants. Vos enfants, les enfants de vos enfants seront algériens, ne le seront pas. En fait, ne le seront que si, pour des raisons pratiques, ils veulent demander un passeport. Et là, on leur dit, ah, vous êtes algérien? On dit, oui, mais ça fait un siècle. Ben, il faut aller chercher l'extrait de naissance de votre père, de votre grand-père. Si vous nous prouvez que vous êtes, votre grand-père, arrière-grand-père était algérien, vous avez un passeport. Donc, c'est juste une modalité pratique, quoi. Mais de toute façon, c'est très inconfortable. Alors, mais il ne faut pas s'arrêter à cela. Mais c'est quoi l'identité? Est-ce que être musulman dans un pays chrétien qui a perdu son christianisme, qui est totalement laïque, c'est possible. Mais est-ce qu'il est possible d'être musulman et musulman radical, hein, donc quelqu'un qui vraiment pratique et qui est en plein dans les valeurs de l'islam? Est-ce que c'est possible en ce moment d'être, je sais pas, d'aller habiter au Vatican ou voilà. Donc l'identité, ce n'est pas seulement sur le plan administratif. Hein. Donc, il y a des identités. Comment s'appelle-t-il, Amin Malouf, qui est maintenant le secrétaire perpétuel de l'Académie française, avait écrit un livre fameux, c'est les identités meurtrières. Vous avez une identité qui vous pousse à la guerre.
elle est religieuse ou elle est idéologique. Je sais pas, une sorte de communisme fou, comme nord-coréen. Si vous êtes un nord-coréen convaincu, est-ce que vous pouvez vivre en France? C'est pas possible. Lui, il a été transformé en robot dans sa tête. À l'obéissance aveugle, sans se poser des questions. Est-ce que c'est possible? Voilà, donc... Il y a le sujet, un des sujets principaux de votre livre, ça reste quand même celui de la langue française. Dans votre livre, on ressent un profond amour justement de cette langue française, mais vous écrivez aussi qu'elle est en déclin, qu'elle est en décrépitude. Qu'est-ce qui vous fait dire justement que la langue française, elle est en déclin, elle est en décrépitude? D'abord, déjà, ceci, c'est que tout le monde le dit. C'est-à-dire y compris les ministres, le gouvernement, l'école est en... le français, c'est déjà l'école, donc l'école est en déclin. Problème très, très, très compliqué, sauf évidemment dans les écoles privées où les choses se passent très, très bien, heureusement. Mais même dans le secteur public, dans beaucoup de régions, les choses se passent bien. Mais dans beaucoup de régions aussi, les choses se passent mal, on ne contrôle plus la situation. Donc il y a... le déclin de la langue, il s'inscrit dans un déclin général. On en a parlé tout à l'heure. Quand on a perdu son industrie, on perd une façon de vivre. L'industrie, c'est vraiment très... on a perdu sa culture. Macron lui-même dit la France n'a pas de culture. Elle partage une culture. On le dit pour l'hôpital. On dit l'hôpital est sinistré. Tout le monde se plaint, les enseignants, les professeurs, les malades. Non, la situation, la France, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, ou peut-être même 50 ans, elle est sur une ligne comme ça de déclin, tout le monde le dit, n'arrête pas de le répéter, les économistes écrivent des bouquins où ils le démontrent, chiffres à l'appui, des écrivains, des philosophes comme Michel Onfray, et d'autres, c'est très démontré, très... Mais ce n'est pas tellement visible. Pourquoi? Parce que la France est encore très riche. Un riche ne sombre pas dans la pauvreté du jour au lendemain. Il continue à porter ses vieux vêtements, donc il va passer pour riche. Puis un beau jour, on va se rendre compte que quand même, ces vêtements, ils sont un peu... Si on y regarde un peu, c'est de très beaux vêtements, avec de très beaux tissus, mais c'est déjà usé de partout. Alors, les apparences sont encore ça. C'est pas perdu, parce que même dans la chute est intéressante, parce qu'à un moment donné, on va arriver au fond, et enfin, on va trouver le rebond possible. Tant qu'on est en chute, il n'y a pas de rebond possible. On descend, on descend, on descend. Et puis, à un moment donné, on arrive en bas, et là, sans faire presque aucun effort, puisqu'on arrive, et forcément, on va rebondir. Ensuite, il faut évidemment rebondir fort pour s'accrocher. Donc, c'est tout à fait possible. Un bon gouvernement, puis une situation favorable, ça pourrait... en tout cas, on l'aspire tous à cela. Enfin, moi, c'est ce que je n'arrête pas de répéter depuis... parce que moi, j'étais dans des secteurs... J'étais pendant très longtemps le monsieur industrie de l'Algérie, puisque j'étais directeur général de l'industrie de toute l'Algérienne, public et privé. Donc, je connais bien ces questions-là. Je sais bien comment... une société s'effondre et comment en réalité elle est en train de se reconstruire. C'est comme quelqu'un qui maigrit, on dit il est en train de maigrir. Donc il est malade. Non, au contraire, il va vers la santé. Il avait de la graisse, il avait des trucs, il est en train de les perdre. Et donc au contraire, il y a effectivement une impression qu'il va mal, il était comme ça, puis en fait c'est parce qu'il a perdu sa graisse et donc les muscles maintenant réapprennent, au contraire il est sur le renouveau. Bon, et donc ça, moi, je l'ai vu. Alors, on constate, par exemple, en France, évidemment, beaucoup de cadres, et notamment les jeunes, ne cherchent même plus d'emploi en France. Il termine, il fait son doctorat, post-doctorat, je ne sais pas quoi. On le retrouve aux États-Unis, on le retrouve au Canada, et en Allemagne, ils vont partout. Et il devient urgent maintenant que, pas seulement le gouvernement, mais toutes les institutions publiques et privées, tout ça, se mettent à rebâtir les choses, quoi. Et alors justement,
Il y a un aspect où, bien sûr, que, comme vous le dites, on peut constater parfois une forme de déclin, comme vous dites, mais je vais vous donner un exemple très simple. Cet été est sorti un film, Le Comte de Monte-Cristo, et qui se base donc sur un célèbre roman d'Alexandre Dumas, qui est quand même un beau symbole de la culture française. Et ce film a fait, il me semble, plus de 8 millions d'entrées. Donc c'est un des plus grands succès de l'histoire du cinéma français. Et je vais vous citer un autre exemple, mais quelques années plus tôt, le film Illusion perdue, donc qui s'inspirait cette fois-ci de Balzac, avait lui aussi été très bien reçu par la critique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, dans le peuple peut-être, une aspiration au renouveau de la culture française? Oh, absolument. Moi qui circule beaucoup en France, partout, je fais des rencontres avec les Français littéraires, donc je vois les questions qu'ils posent, quels sont leurs centres d'intérêt. Oui, il y a une aspiration profonde. Je dirais même qu'il y a une situation de panique, parce qu'ils voient les choses s'effondrer, et puis ils disent « Mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas en haut? Qu'est-ce qu'ils attendent pour… » Mais le peuple est en train… Alors là, il faut faire un distinguo qu'on peut ne pas voir, mais il faut y penser. Il y a l'opinion et le peuple. Le peuple, c'est autre chose. Le peuple, c'est une structure. L'opinion, c'est versatile. Ce sont des idées. Sur le trottoir d'en face, on a une opinion. Traverse la rue, c'était l'autre opinion. Donc, et puis ça change tout le temps. Alors, on a fini par, en France, petit à petit, comme ça, peut-être c'est le poids de la presse, des médias, tout ça, qui ont accrédité l'idée de quelque chose qui est l'opinion. Ça n'existe pas, c'est du vent. Ce qui existe, c'est le peuple. Et le peuple, depuis, on va dire, la Révolution, n'a plus trouvé de moyen de s'exprimer. Le pouvoir souverain a été confisqué par évidemment, des structures dominantes, hein, par le capital, par le gouvernement, tout ça. Puis de plus en plus, un capital et des puissances qui ne sont même pas ici, qui ne sont même pas français. C'est Wall Street, c'est l'Amérique qui dicte, c'est Berlin qui… Et donc, il y a le peuple, enfin, il prend connaissance qu'il existe. Voilà. Le peuple, c'est une notion évidemment très abstraite, parce que le peuple, c'est évidemment les gens que nous voyons, mais c'est aussi leur histoire, qui a 1000 ans. Mais c'est aussi, ils se projettent aussi dans l'avenir, donc on va dire sur à peu près un siècle. C'est difficile de se projeter au-delà, mais jusqu'à un siècle, on sait se projeter. Parce qu'on dit, c'est pas moi, c'est pas mon fils, c'est le fils de mon fils. Ah, donc il faut que je m'occupe quand même du fils de mon fils. Donc déjà, on commence à le préparer. Et là, mais ils ne savent pas comment faire. Parce que l'offre pour mobiliser le peuple, elle est pas efficace. Il y a le Rassemblement national qui a su capter une grande partie de ce peuple. Pour vous, le Rassemblement national, c'est le parti du peuple français aujourd'hui? Oui, il n'est pas le seul. Les socialistes le sont autant. Mais ce qu'il y a, c'est que ça s'aménuse. Il y a de moins en moins de gens qui croient en eux. Mélenchon a réussi à capter ici et là quelques groupuscules. C'est quoi, 1% ou 2% du peuple. La droite classique, elle aussi, elle arrive. Pour le moment, dans la compétition actuelle, qu'est-ce qu'on voit? Ceux qui, on va dire, qui sont plus à la Macronie, et tout ça, on ne sait pas trop. Il y a le Rassemblement national, c'est l'Assemblée que nous avons aujourd'hui. Voilà, ceux qui peuvent prétendre à cela, à dire nous représentons le peuple, ils sont à l'Assemblée, on les voit. Mais comment ça va évoluer? Si on continue comme ça, l'immense majorité des Français, le peuple français se reconnaîtra plutôt dans le Rassemblement national, mais pas sous cette forme-là. Parce que il se dit, d'accord, ils expriment machin, mais sont-ils capables de gouverner? Sont-ils capables d'eux? Ont-ils les cadres pour? Ont-ils les philosophes? Moi, je constate que le Rassemblement national n'a pas d'intellectuels autour de lui, on ne les voit pas. Citez-moi un philosophe qui connu et qui, effectivement, qui synthétise un peu l'esprit français, tout ça, qui, au Rassemblement national, il n'y en a pas. Donc ça reste plus des apparatchiks. Donc, du coup, les Français, notamment les Français instruits, qui raisonnent et tout ça,
Ils disent oui, ils nous représentent, mais pas totalement. Puis on ne peut pas leur faire confiance. Ils n'ont pas d'expérience. C'est très délicat. Hein. Donc, bon, le peuple reste en attente, en questionnement, et il attend. Et pour le moment, personne n'arrive encore à faire corps avec lui, comme on l'a observé au cours de l'histoire. Vous pensez qu'il faut attendre un homme providentiel? Si vous ne trouvez pas, si personne n'émerge, oui, forcément, à un moment donné, il faut croire en quelque chose. C'est l'intervention divine, certains y pensent. Hein. Pourquoi pas? D'autres, certains sont en train de fabriquer l'homme providentiel. Macron a été fabriqué dans ce sens-là, en disant les vieux politiciens, c'est fini, le futur pouvoir doit sortir, enfin pour une fois, des jeunes. Voilà. Ils disent, mais comment? Il faut qu'il soit bien instruit. Donc on a fait un portrait robot. Donc il doit avoir entre 30 et 40 ans, super diplômé, connaissant bien les ceci et cela, etc. Puis les médias, un certain nombre de médias, en le mettant à la une tous les jours, dans tous les journaux, ils ont fini par créer la légende. Alors, je voudrais revenir sur le sujet brièvement de la langue quand même, parce que c'est de là qu'on partait. En France, avec l'immigration, on constate quand même que, en fait, il y a de très nombreux immigrés qui sont souvent d'origine maghrébine, qui vont, en plus du français, parler une langue qui est une sorte de sabir, qui mélange un peu de français, un peu de darija, un peu d'arabe. Et en fait, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il y ait une nouvelle culture qui naisse de la part de ce peuple immigré sur le sol français et européen? Mais tout à fait. Tout à fait. Cette population existe. Elle est dans un certain nombre de banlieues, dans une démarche de séparatisme, communautarisation au départ, parce que c'est nécessaire, c'est pour des questions de solidarité familiale et tribale et tout ça. Ça fonctionne, et puis et de plus en plus de séparatisme, parce que il n'y a plus rien qui les lie à la communauté nationale. Ils dépendaient jusqu'à, on va dire, une date récente, ils dépendaient de la communauté, parce que les budgets viennent de l'État, les écoles, etc., la construction de plein de choses, quoi, les infrastructures et tout ça. Maintenant, non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont créé leur propre économie. C'est entre eux. Ils achètent, ils se vendent de plus en plus des produits qu'ils importent du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Quand vous allez dans une épicerie ici, 90% des produits sont français. Peut-être 10% viennent de par-ci par-là. Enfin, en gros. Mais si vous allez dans une épicerie de, je sais pas, du 9-3, d'un machin, vous rentrez, vous êtes à Tunis. Les produits viennent tous de Tunisie, d'Algérie, et voilà. Et c'est pareil, il y a la mosquée. En Europe, jusqu'à présent, moi je me tue à le dire à tout le monde, la mosquée n'a jamais été un lieu de culte. La mosquée est un lieu de gouvernement, c'est une sorte de mairie. Quand les premiers musulmans qui venaient du désert d'Arabie, se lancent à la conquête du monde et ils font la conquête de l'Irak, de la Syrie, qui étaient tous chrétiens, y compris l'Arabie qui était chrétienne, etc. Et ils arrivent, ils ne veulent pas des institutions qu'ils trouvent, parce que c'était l'Église. Les institutions de l'époque, chez les chrétiens et chez les juifs, c'était l'Église et ce qui va avec. Les monastères, c'est eux qui marient les gens, c'est eux qui... voilà. Et ils voulaient leur truc. Ils ont créé, voilà, c'était l'espace où les croyants, les fidèles se regroupent, ils se forment, et puis ils échangent, et puis, etc., etc. Et puis quand c'est l'heure de la prière, ils font la prière ensemble. Et ils ont découvert que c'était bien de faire la prière ensemble. Donc c'est un lieu de gouvernement. Et quand plus tard sont nés les États, le gouvernement, tout ça, il y a eu conflit. Comme en France. On pouvait se marier à l'église comme on pouvait se marier à la mairie. Les cathos ne l'ont jamais accepté. C'est pas valable. Hein. Parce que pour les chrétiens, le mariage est un sacrement.
C'est comme le baptême, c'est pas un acte comme ça. Il a fallu que les mentalités évoluent, qu'on accepte le divorce, etc., etc. Eh ben, c'est pareil dans le monde musulman. Donc, ils ont inventé leur loi au fur et à mesure. Et comment alors, quand ils cherchent des références, comment on se marie, comment on célèbre un mariage musulman. On n'a jamais été musulman, on l'est maintenant. Alors, on se réunit, on discute. Et puis on dit, bon, voilà, il faut, et ainsi de suite. Donc on a inventé toutes ces lois. Eh bien, les banlieues aujourd'hui sont face à ça. Ils sont là. Ah, les gars, on a un problème. Hein. Est-ce qu'on peut se marier avec une chrétienne? Ben, parce que voilà, mon fils, il a sa copine. Non, il faut qu'il la convertisse. S'il la convertit, oui. Et ainsi de suite. Donc il y a une jurisprudence, une loi islamique qui est en cours de construction. Alors, du coup, ceux qui vivent dans ces... n'ont plus besoin de la communauté, de ces lois. Ils s'en foutent de la mairie. Par exemple, le divorce ou la répudiation, ce qu'on appelle la répudiation dans le monde musulman, il n'y a aucun papier. Le mari dit à sa femme répudier, répudier, répudier. Il répète ça 3 fois. C'est fini. Elle ramasse ses affaires, elle s'en va. Là, non. Parce que derrière, il y a des trucs, il y a les biens à partager, etc. Voilà. Mais surtout que la culture qui est en train de naître justement dans ces quartiers, dans ces banlieues, c'est une culture qui est quand même toujours très différente, même de la culture qui existe en Algérie, de la culture qui existe en Tunisie ou au Maroc. C'est-à-dire qu'en fait, même les habitants d'Algérie, du Maroc et de Tunisie ne reconnaissent pas forcément leur famille qui est en Europe. Tout à fait, absolument, parce que d'ailleurs, on ne veut plus dans l'Algérie, en Tunisie, on ne veut pas. Donc, quand ils viennent pour les vacances, ils sont tellement mal reçus qu'ils ne reviennent plus. Les jeunes, hein, les gamins, bon, ils viennent avec leurs parents. Donc ça se passe bien avec les gamins de moins de 10 ans, 12 ans. Ils jouent avec leurs copains dans la rue, le football et tout ça. Mais ceux qui ont 18, 20 ans, etc., ils sont mal parce qu'ils se comportent d'une manière qui est extraordinairement choquante dans nos villages et dans nos trucs. Et ça fait des bagarres avec des délégations. On va voir machin, écoute, ton frère qui arrive de Paris, ses enfants, mais c'est pas possible. Il a dragué ma femme, tu te rends compte? Il vient draguer ma fille. Et ils font des gestes obscènes, etc. Non, on ne veut pas d'eux, attention. Hein. Et donc, c'est des bagarres. Et du coup, maintenant, ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Donc, on est super contents qu'ils ne viennent plus. Voilà. On accepte encore les enfants. Bon, mais aussi, il y a des choses compliquées, parce qu'ils viennent aussi se marier en Algérie. Les jeunes qui ont 18-20 ans, ils fréquentent évidemment des Françaises à longueur d'année, mais les épouser, il est hors de question. Pour les épousailles, ça se règle en Algérie, la famille, etc. Et puis, éventuellement, ils peuvent venir voir la marchandise, on va dire. Hein. Et puis, et le mariage conclu là-bas, au pays, selon Et donc... Non, mais et tous ces problèmes-là, à un moment donné, il y avait un discours, mais c'est vrai que bon, c'est un discours sympathique, humaniste, tout ça, dire il faut leur laisser le temps de l'intégration. Donc bon, on abandonne l'idée de l'assimilation, c'est pas possible, mais de l'intégration. Puis à un moment donné, on se rend compte que même ça, c'est pas possible. Sauf ceux qui font le chemin tout seuls. Il y a des jeunes qui sont nés dans ces banlieues, et puis ils ont fait des études, et on les retrouve à Polytechnique, à Centrale, et puis ensuite, ils disparaissent dans la société comme Français. Pour terminer, je voudrais parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé, qui est celui de la francophonie. Pour vous, vous jugez quand même que, ne serait-ce que par votre histoire, que c'est un atout, la francophonie, que ça permet effectivement le dialogue, mais en France, on a pu aussi en constater un des effets pervers, qui est que, parce que une bonne partie de l'Afrique parle français, et en fait, elle va se rendre en France lorsqu'il va s'agir d'immigration. À partir de ce moment-là, est-ce que la francophonie, c'est toujours un atout pour la France, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui se retourne contre elle? Alors, ça a été un atout, évidemment, pendant longtemps, on va dire les périodes prospères, où il n'y avait pas tellement de problèmes. Donc, c'était intéressant en Afrique et partout, et
dans le monde arabe et tout ça, on maintient la chose et ça se développait même, c'était très bien. Donc les conflits ne viennent pas de là. Les conflits viennent on en a déjà parlé longuement, enfin évidemment, l'islam, l'islamisme, le truc, ça vient de là. Bon, aujourd'hui on est sur les résidus. Moi je ne sais pas. Moi, je vois certains pays africains qui parlaient très très bien français, ben, c'est fini, il a disparu. Dans des régions entières, en Algérie, il y a des régions entières où quand vous dites bonjour, le gars il fait « c'est quoi ?»« Bonjour » à ce point. Alors, un pays qui était vraiment département français pendant un siècle et quelques. Donc, il y a une régression, mais c'est vrai aussi que les jeunes qui sont dans cette perspective d'émigrer, ils comprennent très vite qu'ils ont besoin d'une langue. Alors, s'ils veulent émigrer au Canada, aux États-Unis, ils apprennent plutôt l'anglais. Ils suivent des cours d'anglais. Et ceux qui veulent émigrer en France... Alors, en France, pourquoi ils préfèrent toujours la France? C'est parce qu'ils ont déjà une base ici. Il y a toujours mon cousin qui les accueille à l'aéroport, donc ça facilite les choses. Maintenant, c'est le Canada. Au Canada, il y a maintenant une communauté, dans le Québec, une communauté maghrébine très, très importante, mais élitiste. Alors ici, c'est les ouvriers, les trucs. Au Canada, non. Vous ne trouverez pas un ouvrier marocain où ils sont médecins, ingénieurs, professeurs à l'université. C'est pas la même chose. Donc, les problèmes d'intégration ne se passent pas de la même manière. Ces gens, ils courent pas après la mosquée et ils se croient pas obligés de s'habiller. La France récupère les pires, quoi. Voilà, ils se croient pas obligés de faire ça, même s'il est croyant, même s'il est salafiste, et moi j'en connais, hein, mais qui se comporte en Canadien, et puis qui s'inscrit dans une démarche quand même logique. Pas comme ça, de violence pour rien, pour la violence. Bon, mais c'est tout ça en France, c'est tous ces problèmes qui n'ont pas été pris en charge, parce que peut-être il y avait la priorité, c'était la sécurité. Depuis les attentats du métro de Saint-Michel, et puis voilà, et du coup on a préféré, la priorité c'est ça, c'est de contrôler les attentats, les réseaux secrets, la drogue, la délinquance, et tout ça, et le reste a été un peu abandonné. Alors, quelques universitaires qui continuent à travailler sur les choses, mais en tant que sociologue, en tant qu'anthropologue, c'est intéressant de voir comment, par exemple, les étrangers qui s'installent en Occident, comment ils s'intègrent. C'est des études, quoi. Moi, j'observe ça maintenant avec beaucoup d'attention. Il est né maintenant, en Algérie, un certain nombre de Chinatown. Pourquoi? Parce que pendant la guerre, les années 90, aucun étranger n'acceptait de venir, aucune firme française ou autre n'acceptait de venir faire des... je sais pas, quand on veut construire, on lance des appels d'offres. Les Occidentaux ne le soumissionnaient pas. Il y a la guerre, on ne va pas aller exposer. Surtout qu'il y a eu beaucoup de Français, d'Américains, tout ça, qui ont été assassinés par les islamistes. Donc du coup, ça s'est arrêté. Le seul pays qui a accepté, c'était la Chine. Mais la Chine, qui sont toujours très concrets, mais les Chinois ne voulaient pas venir. Les Chinois, c'est comme les autres, ils ne voulaient pas venir. La Chine a envoyé les prisonniers. Donc, la Chine est pleine de prisonniers. On ne sait pas ici, mais c'est par dizaines de milliers, de millions. Donc, on leur offrait la possibilité de réduction de peine, voire libération. Tu vas en Algérie, construction d'autoroutes, bâtiments, enfin bref, ils ont des marchés. Les grandes entreprises chinoises avaient des marchés. Donc, ils les font venir, donc c'est des prisonniers. Ils venaient comme ça, hein, presque. Et ils travaillent dans le chantier. Quand le chantier est fini, les patrons chinois les abandonnaient. Ah bah parce que ça coûte cher. Dit, si j'ai un nouveau chantier, ok, on va les garder pendant 3-4 mois, on les paye à rien faire, ils ont fini le chantier. Donc l'Algérie, on va nous donner un petit terrain, bidonville, chinois. Et puis, s'il y a un marché, nouveau marché, ben, je les ai. Voilà. Sinon, ils partent et ils les laissent. Et ils se sont pris en charge. Et ils ont créé des Chinatown. Et aujourd'hui, donc, nous sommes quelques-uns, notamment au niveau de l'université, des gens qui sont en train d'étudier comment les Chinois, des prisonniers, donc vraiment des gens, c'était au départ des voyous, des trafiquants, hein,
Ils sont en Algérie, comment ils se socialisent? Eh ben, c'est très étonnant. Ben, ils ont créé des Chinatown, sur le modèle des Chinatown partout dans le monde. Et ils parlent un peu le français pour discuter avec les francophones, un peu d'arabe, d'arija et tout ça pour le peuple. Et puis, ben, ça passe. Et ils sont bien accueillis. Ils ne sentent pas, moi j'ai discuté avec eux, est-ce que vous sentez du racisme et tout ça? Non, pas du tout. Parce qu'ils sont considérés, bon, enfin, peut-être un peu de pitié, c'est des prisonniers qui ont été abandonnés, qui ont été... voilà.